Ce matin-là, je me réveille en apprenant que la Russie envahit l'Ukraine. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Sur les réseaux sociaux, je vois Kiev sous les premières bombes. C'était le 24 février. J'éclate en sanglots. Comment continuer à vivre normalement alors que mon pays attaque son voisin? Réagis en vrai cinéaste, me dit mon compagnon. Prends ta caméra et filme. Je peux me voir. La technologie est arrivée au point où je peux me voir moi-même. Je commence à tourner ce documentaire avec ma propre caméra. Parfois, j'utilise mon smartphone. Sans aucune autorisation officielle pour filmer, je dois à tout prix éviter d'attirer l'attention et garder l'anonymat le plus strict. Le soir de ce 24 février 2022, je suis déjà dans le centre de Saint-Pétersbourg pour filmer une manifestation contre la guerre. Je suis très nerveuse. Chez nous, les protestations s'accompagnent généralement d'arrestations musclées. Ce soir-là, je fais face aux forces spéciales et à des centaines de policiers anti-émeutes. Environ 2000 personnes sont rassemblées dans le centre de Saint-Pétersbourg. 493 d'entre elles seront placées en détention. C'est le chiffre publié par une ONG indépendante qui lutte contre les persécutions politiques du régime. Si mon film veut montrer la réalité de l'état d'esprit des gens suite à l'entrée en guerre de mon pays, il faut m'échapper des grandes villes pour partir à la rencontre de la Russie ordinaire. Je décide donc de quitter Saint-Pétersbourg pour me rendre dans ma ville natale. C'est une petite ville qui ressemble à tant d'autres, typique de l'ère post-soviétique dans la région de Tver. Ici, la pauvreté et la morosité sont tellement ancrées dans le quotidien que les habitants ne s'en rendent même plus compte. À la première occasion, les jeunes partent étudier à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Les autres survivent avec de petits boulots. Beaucoup d'entre eux s'engagent dans l'armée qui propose de meilleurs salaires.
Je reprends d'abord contact avec Valentina, mon amie d'enfance. Nous nous sommes perdus de vue en allant étudier chacune dans des villes différentes. Valentina m'a annoncé qu'elle s'est mariée avec un soldat, Alexei. À partir du mois de mars, ils acceptent de me rencontrer régulièrement pour me confier leurs sentiments sur cette guerre. Mais à une condition. Rester anonyme. Leur témoignage pourrait les mettre en danger, voire même les envoyer en prison. Alexei est sous contrat avec l'armée depuis plusieurs années. Il est souvent envoyé en mission, mais ne l'a jamais encore été dans une zone de conflit. Quelques semaines avant le début de l'invasion, il est déplacé en Biélorussie pour un entraînement militaire. Il ignore à ce moment-là que c'est la dernière étape avant que son régiment n'envahisse l'Ukraine. Il y a un autre point essentiel et il le disait clairement. Il aurait fallu qu'il le dise lui-même à la caméra, mais bon, je vais lui dire à sa place. Il s'est engagé dans l'armée pour défendre sa patrie, pas pour attaquer les autres pays. C'est essentiel. Il en a conscience. Les premiers jours, il avait vraiment honte. Il disait « J'ai honte d'être ici ». Chaque fois que je lui rends visite, Valentina est scotchée aux informations sur la guerre, comme la plupart des Russes. Les médias déversent un flux continu de nouveaux reportages. On n'a que les titres que l'on mérite. Elle ne peut s'empêcher de noter toutes les fausses nouvelles diffusées par la propagande et qui contrastent avec ce que raconte Alexei directement depuis le front en Ukraine. C'est super de montrer la guerre sans montrer aucun équipement militaire, sans aucune preuve d'affrontement qui aurait eu lieu. D'appeler ça un village près de Kiev, sans apporter aucune preuve. Ils auraient pu au moins montrer une image d'un panneau à l'entrée de la ville, au moins quelque chose. Comment peuvent-ils dire que les Ukrainiens prennent les choses positivement? Ils ont juste dit que les gars sont venus prendre de l'eau et sont repartis, qu'ils n'ont rien pillé. Mais on n'a entendu personne acclamer les soldats russes. Merci de nous avoir libérés. Même pas sur leurs images. Ils livrent à l'armée les mêmes informations que celles présentées sur la première chaîne, de la pure propagande. Et en effet, ils leur ont dit au début que Kiev devait être prise en quelques jours. C'est vrai? Je me souviens très bien de nos premières discussions avec Alexei. Il m'a dit comme quoi le président Zelensky avait fui. C'est ce qu'ils leur ont dit le premier ou le deuxième jour, pour leur faire croire que tout allait bien. En tout cas, personne ne s'attendait à rester là-bas longtemps. Jusqu'en avril, je filme le quotidien de Valentina. Elle est constamment suspendue aux appels téléphoniques d'Alexei. Une vie faite d'attente et de crainte. J'ai commencé cet agenda à la fin de l'année 2021. Mais après le 24 février, il n'y a qu'une seule note. J'attends Alexei. Je ne peux pas dire que ça m'aidait beaucoup. J'étais totalement incapable de planifier quoi que ce soit. Ma vie se résumait à attendre ces coups de fil. Ou que quelqu'un m'appelle pour me dire que tout allait bien, ou pour me dire que Alexei avait été tué ou blessé. Sur le front, petit à petit, sans jamais donner de détails, le point de vue d'Alexei sur ce conflit se radicalise. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui verront cette vidéo un jour? La guerre, c'est de la merde.
N'y allez surtout pas. Je me libère bientôt. Un de mes amis me présente Ivan. Ça, c'est l'Empire austro-hongrois, si je ne me trompe pas. Comme beaucoup de jeunes de la région de Tver, il s'est engagé dans l'armée. C'est un morceau de drone ou d'obus. Il accepte d'être filmé tout en sachant que nous ne partageons pas les mêmes opinions politiques. Intuitivement, je sens que c'est une bonne personne. Il a juste une expérience de vie différente de la mienne, ayant grandi dans une famille aux valeurs conservatrices. Il est en confiance et parle ouvertement. La seule condition est de masquer son visage. Pour les soldats, dire la vérité sur le conflit, c'est risquer la prison, ou même pire. Tu veux l'histoire depuis le début? Eh bien, c'était la merde. On nous a dit que rien ne se passerait. Bien sûr, comme toujours. C'était début février, je crois. Vers le 15 ou le 20, je ne me souviens pas exactement. On nous a donné des pochoirs pour dessiner les fameuses lettres Z. Et après, on a commencé à se déplacer de nuit, à 300 ou 400 km vers un autre endroit. Le 23 février, nous avons tous été félicités pour la journée du défenseur de la patrie. Et dans la foulée, nous avons reçu les instructions pour commencer le travail. Au début, tu ne comprends rien à ce qui se passe. 3 jours non-stop de travail, de changement de position. Puis petit à petit, tu commences à comprendre. Mais il n'y a plus vraiment de peur. C'est le travail. Nous avons choisi cette profession. Et nous devons être à la hauteur. Quand il y a des tirs, au moins, tu les entends. Ou tu les vois, au pire. Tu as le temps de réagir. Mais un drone, tu ne l'entends qu'au dernier moment. Quand il vole, tu ne peux pas le voir parce qu'il est trop petit ou parce qu'il est trop haut. C'est une guerre ou une opération spéciale? C'est juste une question de nom. Certains l'appellent guerre, d'autres opération spéciale, mais ça ne change rien à l'affaire. Tout se passe pareil, qu'il s'agisse d'une guerre ou d'une opération spéciale. C'est juste un nom, c'est tout. Je réalise que la plupart des habitants de ma région soutiennent Poutine et l'opération spéciale. Je dois absolument éviter d'exprimer mes opinions si je veux pouvoir continuer à filmer sans être inquiété par les autorités. La propagande est omniprésente dans les médias. Elle est également relayée par les autorités locales. Aujourd'hui, les habitants de la région de Tver ont défilé pour soutenir notre président, pour soutenir nos garçons qui sont là-bas, en Ukraine. Nous sommes ici réunis pour montrer que nous sommes unis, pour montrer que nous n'oublierons jamais notre histoire et que nous n'abandonnerons jamais nos valeurs nationales. Maria est la mère d'Ivan. Elle est née en Ukraine, quand celle-ci faisait encore partie de l'Union soviétique. Comme beaucoup de Russes, elle est une partisane de la ligne dure, qui soutient la guerre et le président Poutine. Je ne suis pas certaine que Maria ait bien saisi ma véritable position sur le conflit avec l'Ukraine. C'est comme si j'étais face à Poutine, mais au féminin.
Un pur produit de la propagande du Kremlin. Malgré tout, elle est en confiance devant ma caméra, tout comme son fils. Je peux lui poser des questions directes, parfois même un peu provocatrices. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine. Nous sommes en guerre avec le monde entier. Enfin, pas vraiment en guerre, disons que nous sommes en opposition. Bon, peut-être pas avec tout le monde, mais avec l'Occident, certainement. Nous les irritons. Et tout ce qui vous irrite, vous voulez le détruire. Voilà le problème. Je pense que dans notre cas, nous ne faisons que nous défendre. Le jour de la victoire occupe une place primordiale dans l'imaginaire collectif russe. C'est la célébration de notre victoire contre les nazis pendant la fameuse Grande Guerre patriotique, au cours de laquelle 20 millions de soviétiques sont morts. Dans le contexte actuel, je suis curieuse de voir si ce 9 mai 2022 sera célébré différemment des années précédentes. Traditionnellement, le point d'orgue de cette journée, c'est la marche du Régiment des Immortels. Pour participer au cortège, on imprime une photo de son parent tombé au champ d'honneur ou qui a combattu pendant la Grande Guerre patriotique et on l'accroche à un bâton. Plus jeune, j'ai moi-même pris part à cette journée, avec le portrait de mon arrière-grand-mère. Elle avait réussi à survivre et à s'échapper du fameux siège de Leningrad. Un souvenir d'enfance me revient ce jour-là. Elle terminait toujours son repas jusqu'à la dernière miette, jusqu'au moindre grain de pain sur la table. Grâce à elle, je sais que la guerre, c'est la peur, la faim et la mort. Ce 9 mai, les lettres Z et V sont partout omniprésentes. Pourtant, on ne connaît pas vraiment leur signification exacte. Ces lettres, apparues au début de l'invasion de l'Ukraine, sont souvent associées au ruban de Saint-Georges, orange et noir, qui symbolise la victoire contre l'Allemagne nazie. Ces symboles du passé et du présent sont associés de manière à former un étrange amalgame. Une sorte de réalité parallèle au service de la propagande du régime. Cette journée singulière se termine par un immense feu d'artifice dans le ciel de Saint-Pétersbourg. J'ai des frissons dans le dos. Pour moi, ces détonations me rappellent trop les bombardements en Ukraine. De retour dans la région de Tver, je retrouve Boris, le deuxième fils de Maria. C'est un obus de cette taille-là, bourré de balles. Il me demande lui aussi de cacher son visage et son identité. Il avait un emploi correct, mais a décidé de s'engager pour rejoindre son frère qui était déjà sur le front. Il a des origines ukrainiennes du Donbass et il considère qu'il est de son devoir de se battre pour sa patrie. Critique sur la façon dont l'opération spéciale est conduite, Boris continue cependant à croire en la renaissance de la Grande Russie. Si seulement Vladimir Vladimirovitch prenait son courage à deux mains et venait jeter un coup d'œil par lui-même, il comprendrait vite dans quelle merde se trouvent les soldats là-bas. Je pense que les choses iraient différemment, ou au moins qu'il envoie l'un de ses ministres avec plein de caméras, le plus de caméras possible pour tout voir de ses yeux. Pour moi, on fait remonter au président des informations erronées. On sait bien qu'il rapporte au sommet de l'État que tout va bien. Et en fait, ce n'est pas vrai. Même chose pour les équipements militaires et l'armement. Ils disent que tout est top. Mais en réalité, les soldats sont sans gilet pare-balles, ou casque, ou sans munitions. C'est pour ça, je suis convaincu que tous ces gens-là, pas le président, mais les personnes en dessous de lui, les commandants, etc., font remonter des informations tronquées.
Je pense que Poutine, malheureusement, n'est pas entouré d'une très bonne équipe. Et il se bat sur deux fronts toute sa vie. Le front extérieur et le front intérieur. Parce qu'actuellement... Tu vas tout couper au montage, hein, je suppose. Parce qu'actuellement, le pays est dirigé par des oligarques dont les intérêts ne sont pas dans le pays, mais de faire de l'argent pour soi, ce qu'on appelle les mondialistes. En ce qui concerne notre gouvernement, comme je dis toujours, donnez-moi un bon bazooka et laissez-moi tirer dans le tas. La forme de gouvernement va très certainement changer, mais difficile de dire dans quelle direction. Et il est très peu probable que l'histoire se répète à l'identique. Peu probable que nous revenions à une monarchie absolue, mais dans tous les cas, une main de fer est indispensable. Pour moi, comme pour la plupart des gens qui sont critiques à l'égard du gouvernement, il est évident que la dénazification de l'Ukraine n'est pas la véritable cause de la guerre. La volonté principale de Poutine est la reconstruction de la gloire passée de l'URSS et de l'Empire. Poutine se voit comme le tsar et le père de la nation. Beaucoup de Russes soutiennent Poutine parce qu'il fait renaître leur fierté. Il incarne à leurs yeux le retour de la grande Russie d'autrefois. La propagande télévisée déploie tous ses efforts pour faire croire aux gens ordinaires que les pays occidentaux veulent la fin de la Russie. L'opération spéciale serait la réponse à cette menace. La télévision diffuse l'image d'une Europe qui n'a plus rien à manger et qui ne peut pas se chauffer sans le gaz russe. Dès le début de la guerre, j'ai voulu faire un décompte du nombre de soldats de ma région morts sur le front. J'ai vite compris qu'il serait impossible d'avoir des chiffres fiables, car le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le jeune Nikita a été tué par un drone. Il avait 32 ans. Il a laissé derrière lui sa mère et sa sœur Arina, seules dans leur profond chagrin. J'ai appris la mort de Nikita par un de ses amis. Il m'a dit qu'Arina accepterait certainement de raconter son histoire devant ma caméra. Le matin du 3 janvier, il entre dans la chambre de maman, dit « Ça y est ». Elle le regarde. « Quoi, ça y est ?» Il répond « Je pars à la guerre ». C'était le 17 mai à 10 h du matin. Ma mère m'appelle, complètement hystérique. Elle pleurait tellement au téléphone que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais quand elle m'a dit qu'elle avait reçu un appel du bureau de recrutement, j'ai immédiatement compris que ça ne pouvait rien être de bon. Ils n'appellent jamais sans raison. D'abord, je n'ai rien compris. Je n'avais pas de larmes. Tout le monde pleurait là-bas et moi, je n'avais pas de larmes parce que je n'y croyais pas. Je pensais, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mon Nikita, qui avait toujours l'œil ouvert, lui qui était si prudent, il n'aurait pas pu se faire tuer. Cela fait longtemps maintenant. Et je n'arrive toujours pas à y croire et j'attends toujours son appel. J'ai même laissé notre dernière conversation sur WhatsApp. Il avait reçu mon message mais ne l'avait pas lu. Je n'arrive pas à le supprimer. Je n'ai pas le cœur à le faire. Au moins, je me réjouis d'une chose, c'est que je sais qu'il n'a pas souffert. Il n'a même pas eu le temps de comprendre. Il n'est pas mort dans une terrible agonie. Non, d'un coup, et c'est tout.
C'est l'été. Les autorités locales organisent un rassemblement en hommage à Nikita, célébré comme un héros national tombé au combat. Une fois de plus, la propagande récupère la souffrance des gens pour justifier la politique de Moscou. Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a annoncé le début d'une opération militaire spéciale en rapport avec la situation dans le Donbass, afin d'assurer la sécurité nationale de la Russie. Les soldats russes agissent en véritables héros pendant l'opération spéciale dans le Donbass. Aujourd'hui, le 22 juin 2022, nous inaugurons une plaque commémorative en l'honneur de notre concitoyen, Nikita Spiridonov, qui a été récompensé par l'Ordre du Courage. Если есть порох, дай огня. Et cette plaque commémorative sera accrochée juste en face de ce drapeau. Notre drapeau, qui flottera avec fierté et honneur au-dessus de notre terre et de notre peuple. Derrière le viseur de ma caméra, j'observe et je commence à m'habituer à ce genre de manipulation. C'est comme si je ne ressentais plus rien. Plus c'était éprouvant et absurde, plus je me détachais pour ne pas devenir folle. Cette guerre me fait penser à celle du Moyen-Âge, où des frères de sang s'entretuaient pour le trône. À cause de la guerre déclenchée par Poutine, les Ukrainiens ne pourront plus jamais considérer les Russes comme des frères. Qu'en est-il des Russes? Qu'éprouvent-ils en attaquant le pays voisin où vivent parfois des proches ou même des membres de leur famille? En fait, cette opération spéciale se déroule aussi contre des Slaves, comme nous en somme. D'un côté, on a des Russes et de l'autre aussi. Cela joue un grand rôle car tout le monde a la même mentalité. Tout le monde veut tenir jusqu'au bout. Tout le monde se bat jusqu'au bout. Donc ça rend difficile l'avancée et la libération des territoires. Nous sommes censés être des peuples frères. Nous devons être amis. Et au lieu de ça, nous nous battons. C'est n'importe quoi. Pourquoi un homme doit-il prendre la vie d'un autre homme? Dans quel but? Pour quel objectif? Juste parce qu'un supérieur a dit « il faut le faire ». Tu n'as pas ton propre libre arbitre? Ou tu es comme un mouton dans un troupeau? On te dit de faire et tu fais. Je retourne voir mon amie Valentina. Nous sommes en avril. Je remarque l'angoisse dans ses yeux. Son regard a changé. Le régime russe ne parvient pas à contrôler les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le récit des horreurs et des crimes de guerre commis par les troupes russes parvient jusqu'aux familles des soldats.
Je comprenais parfaitement qu'il ne reviendrait pas le même. Je ne savais pas exactement ce qu'il allait faire là-bas, mais certainement rien de bon. Et je n'arrivais pas à savoir comment ça allait se passer. Je ne justifie en aucun cas ses actes. S'il s'avérait qu'il a pris part à toutes ces horreurs, il est certain que notre relation en prendrait un coup. Connaissant bien son caractère, je sais qu'il n'aurait jamais touché à un homme désarmé. Si on parle des événements de Boutcha, etc. Je suis donc tranquille de ce côté-là. Mais s'il s'avère qu'il a été impliqué d'une manière ou d'une autre, alors je me serais complètement trompée sur lui. Ces nouvelles sur Boutcha coïncident-elles avec son affectation là-bas? Non, toutes ces nouvelles sont apparues après qu'il est parti. Est-ce qu'Alexei a raconté quelque chose? Après oui, mais pas au début. J'ai découvert qu'il était à proximité de Boutcha quand je suis tombée sur une investigation où j'ai reconnu un soldat de son unité. Après ça, j'ai commencé à lui poser des questions. Pour moi, le moment le plus terrible dans cette guerre a été d'apprendre par les médias indépendants les crimes commis par les troupes russes à Marioupol et Boutcha. Je n'arrive toujours pas à réaliser comment on peut abattre des civils non armés aux mains liées. Les autorités russes ont affirmé officiellement que le massacre de Boutcha était une fausse information, une fake news. Ils prétendent que les mains des cadavres bougeaient et qu'il s'agissait d'acteurs professionnels. Ceux qui s'expriment contre l'opinion officielle sont envoyés en prison. L'un de mes opposants politiques préférés, Ilya Yatchin, purge actuellement 9 ans de prison pour avoir soi-disant diffusé de fausses informations sur Boutcha. Ce que je suis en train de dire est également considéré comme un crime pénal dans mon pays. Je me sens très mal à l'aise quand je revois Alexei. Je ne peux pas m'empêcher de le questionner sur ce qu'il sait de Boutcha et surtout s'il y a été lui-même. Tirer sur des innocents, comme ça, en masse? Je ne sais pas. Parce que quand on est tous revenus et qu'on a croisé ces gars qui étaient à Boutcha, qui étaient sur place, ils ont dit qu'on leur avait donné le feu vert pour partir. Et ils n'avaient qu'une idée en tête. C'était rentrer le plus vite possible. Alexei m'affirme ne pas avoir été à Boutcha et ne pas être impliqué dans ces crimes. Je le crois. Il a l'air complètement dépassé par l'idée qu'un massacre de pareille ampleur ait pu se produire. Je sens que je dois aussi questionner Boris sur ces massacres. Et le grand charnier qui a été découvert dans les bois? Bien sûr. C'est probablement le travail des Ukrainiens. Ça fait partie de leur tactique d'intimidation. Mais il s'agit de centaines de personnes, ils ont tué les leurs? Oui, c'est une de leurs pratiques. Avec leurs blessés, par exemple, ils ne font pas de cérémonie. Souvent, ils les achèvent sur place carrément. C'est un vrai choc pour moi d'entendre les propos de Boris. Je n'avais pas mesuré le pouvoir de la propagande. La guerre se poursuit toujours. Bien plus longtemps que le régime l'avait prévu. C'est l'été. Le manque de préparation et d'organisation de l'armée russe devient flagrant sans que les autorités ne l'admettent publiquement. Des généraux sont licenciés. Ici et là, des témoignages apparaissent. Les doutes sur le bien fondé de cette guerre grandissent. Ils ont déclaré que nous étions prêts pour la Troisième Guerre mondiale. Or, j'ai de sérieux doutes maintenant sur nos armes nucléaires. Si nous n'avons même pas de mines pour les mortiers, ni même d'obus, quelles armes nucléaires? Je commence à douter qu'on ait le nombre déclaré de missiles nucléaires. Franchement, je ne sais pas comment ça va finir.
Mais pour l'instant, nous sommes en train de perdre. Honnêtement, nous perdons. À la fin du mois d'août, la mort de Mikhail Gorbatchev me donne l'impression qu'une page importante de l'histoire de la Russie se tourne. Ces funérailles symbolisent pour moi l'enterrement de l'idée de liberté dans mon pays. Je suis née en 1998, bien après que Gorbatchev ait été évincé du pouvoir. De ses accomplissements, je ne connais que les récits de ceux qui ont vécu cette époque de liberté et d'espoir. L'indépendance de l'Ukraine est l'un des changements issus de cette période. Contrairement à moi, beaucoup de Russes, y compris de mon âge, considèrent que c'était une énorme erreur. Je retourne de nouveau dans ma ville natale. C'est la fin de l'été. La guerre s'éternise. L'aide militaire occidentale permet aux forces ukrainiennes de reprendre des territoires. Je comprends pourquoi nos soldats se déplacent si lentement. Parce qu'ils essaient de préserver les civils. Parce qu'ils essaient de faire le moins de dégâts possible. Je comprends cela. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi les lignes de chemin de fer ne sont-elles pas coupées? Pourquoi n'ont-ils frappé Bilatserkva que récemment? Bilatserkva qui est à 100 km de Kiev. Pourquoi laissons-nous les armes polonaises passer en Ukraine? Pourquoi les lignes ferroviaires ne sont-elles pas détruites? Comme dans de nombreuses régions reculées de Russie, l'armée est le principal employeur. Les soldats gagnent un meilleur salaire et ont généralement de bonnes conditions sociales. Avec l'invasion de l'Ukraine, ce qu'ils appellent leur travail a complètement changé. Mais la motivation financière reste centrale. Les familles des soldats morts au front reçoivent des indemnisations conséquentes. Je me demande si c'est pour éviter que les mères et les sœurs ne dénoncent les ravages de cette guerre. Nous étions en contact avec le bureau de recrutement, 7 jours sur 7. Sur tous les sujets, les indemnisations et tout ça, on les appelait à tout moment. Tout le monde voulait savoir combien d'argent notre mère avait touché. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ils t'ont payé? Combien ils t'ont donné? Les gens étaient surexcités. Marina, prête-moi de l'argent. Tu es millionnaire maintenant. Prête-moi de l'argent. Et puis, 1 ou 2 semaines plus tard, ils ont versé les premiers 13 000 euros, puis encore 65 000, puis encore 80 000 et quelques. Elle s'est acheté un appartement et elle nous a offert une voiture. Elle a beaucoup fait. Et je pense que Nikita aurait fait pareil. C'est certainement ce qu'il aurait voulu. Le 21 septembre, dans son allocution, le président Poutine annonce la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires pour poursuivre son opération spéciale. Même si la décision était attendue, pour beaucoup de Russes, c'est un véritable choc. Quand la mobilisation a été annoncée, j'ai fait une crise de nerfs. J'étais assise à la maison. Mon mari s'occupait de ses affaires. Et quand j'ai vu le discours de Poutine, j'ai eu une crise. Mon mari a passé la moitié de la nuit à me calmer.
Je pleurais. Je ne te laisserai pas partir. Ils ont déjà pris mon frère. Un mort de plus dans ma famille, je ne pourrai pas le supporter. Je vais devenir folle. Je ne le supporterai pas. Après 3 mois sur le front ukrainien, le mari de Valentina est enfin de retour. Son contrat avec l'armée a pris fin. Ensemble, ils passent 4 mois paisibles à reconstruire leur vie de couple. Mais l'annonce de la mobilisation anéantit tous leurs projets. Je ne veux pas retourner dans ce putain d'enfer sur le front, à l'avant et à l'arrière, et sur le côté droit et gauche. Il va bien falloir. Tu parles. Qui dit ça? C'est lui? Oui. Putain de branleur. Va te faire foutre, toi et ton amitié. Quelle putain d'amitié? On a attaqué nos voisins, espèce de débile. Putain d'amitié des peuples. Pourquoi tant de gars sont morts, putain? Pourquoi, bordel? Pourquoi tu pleures? Ça n'existe pas, la mobilisation partielle, Alexei. La description des mobilisés qu'il a donnée, tu es pile dans la cible. Tu as une spécialisation et de l'expérience dans l'armée. Et alors? Tu le sais bien. Et tu as déjà l'expérience de l'opération spéciale. Pars tout de suite, tant que la mobilisation est partielle et pas encore obligatoire. Pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as jamais de chance. Calme-toi, je suis là maintenant. Maintenant? Je serai toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'a-t-il pas juste annoncé qu'il partait? Qu'il ne gérait plus la situation? Les gars, j'ai un peu exagéré avec la 2e armée la plus puissante du monde. Allez, tout le monde au bercail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Calme-toi. Le 21 septembre, des manifestations ont lieu pour demander l'arrêt de la mobilisation. Les protestataires, peu nombreux, sont principalement des femmes qui ne veulent pas voir leurs fils et maris devenir de la chair à canon. Cette fois, je suis moins chanceuse. Je me fais arrêter. Avec l'aide d'un avocat, je réussis à échapper à une sanction. Mais depuis, je suis fichée comme activiste politique. Les personnes détenues avec moi ont reçu des amendes. Certaines ont été condamnées à 15 jours de détention. L'un des jeunes hommes arrêtés lors de cette manifestation a été conduit directement au bureau de recrutement pour se voir délivrer son ordre de mobilisation. Depuis le début de la guerre, près de 20 000 personnes ont été arrêtées en Russie lors de manifestations contre le conflit et la mobilisation. L'annonce de la mobilisation a un effet inattendu.
Une partie des nouvelles recrues potentielles, mais aussi les soldats expérimentés, veulent à tout prix éviter d'être envoyés dans l'enfer ukrainien. Certains vont jusqu'à se casser un bras ou une jambe. Beaucoup choisissent de quitter la Russie. Alexei décide de partir au Kazakhstan. Je le rejoins là-bas à la fin du mois de septembre. Tous les jours, il appelle Valentina au téléphone pour tenter de la rassurer. Tout va bien, et toi? Ça va super. Moi aussi je t'aime, mon petit rayon de soleil. Comme Alexei, des centaines de milliers de Russes ont fui leur pays. Pour les soutiens de Poutine, ce sont des traîtres. Ils pensent qu'ils devraient être reconnus comme agents étrangers et interdits de revenir au pays. Certaines personnes sont contre, beaucoup d'entre elles sont déjà parties, Dieu merci. Le plus important est de ne pas les laisser revenir. Oui, je suis quelqu'un de très cruel. Je suis moi-même de confession orthodoxe. Mais j'ai du mal à comprendre comment l'Église officielle peut soutenir cette guerre. Le patriarche Kirill a dit dans un discours que contribuer à l'opération militaire efface tous les péchés. Ma confiance dans l'Église russe est ébranlée. Alexei partage lui aussi ce point de vue. Je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en notre Église. Parce qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Tout le monde crie « Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. » Mais quand ils se retrouvent face à un danger de mort, ils se mettent à prier Dieu. Ensuite, quand ça passe, ils continuent de ne pas croire. Et franchement, ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Comment Dieu peut-il permettre cela? En tout cas, ce que nous dit l'Église, c'est du grand n'importe quoi. Un grand nombre de jeunes hommes de la région de Pskov a rejoint l'armée. Les cimetières ne peuvent pas vraiment cacher les innombrables tombes des soldats morts au combat. Le sujet est tabou. Filmer dans un cimetière peut être considéré comme un acte de provocation. Un homme est venu nous voir. Il était plutôt sympathique, bien qu'il ait une grande cicatrice à travers le visage. Il a demandé de ne pas filmer les soldats qui venaient juste d'être enterrés. Que ressens-tu en voyant ces tombes avec les drapeaux? C'est un peu confus. D'un côté, je remercie Dieu qu'Alexei ne soit pas ici. D'un autre côté, je veux faire un tour entre les rangées pour repérer les noms familiers. Je sais que certains de ses camarades d'armes sont ici, et j'aimerais lui dire si cette liste s'est allongée ou pas. L'Église orthodoxe impose le silence à ses popes sur le sujet de la guerre. Le prêtre refuse donc d'être filmé. Je l'interroge en caméra cachée. C'est dommage. Je suis triste aussi. Si vous saviez combien de gars sont couchés ici, beaucoup de gars avec qui j'étais en contact, qui sont déjà ici. Mais il y en a qui reviennent. La seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que tous ceux qui priaient sont revenus. La prière, c'est une garantie pour revenir. Un an a passé depuis que j'ai commencé à tourner ce film. La guerre fait rage en Ukraine.
les frères Ivan et Boris sont retournés au front. Arina se prépare à fêter son premier réveillon sans son frère bien-aimé. Maria persiste à croire que l'Ukraine appartient à la Russie. Valentina et Alexei ne savent pas quand ils se reverront, car Alexei est toujours à l'étranger. Ma vie a également été bouleversée depuis février 2022. Après le dernier tournage, j'ai dû quitter la Russie pour assurer ma sécurité, celle de mes protagonistes et de mon film. Pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu. Beaucoup de mes amis ont fui pour échapper à la mobilisation. Nous sommes désormais dispersés à travers le monde. Ma ville natale, mes amis et ma famille me manquent à chaque instant. Je ne cesse de penser à l'absurdité de cette guerre et me pose cette éternelle question: que puis-je faire ?